Sur la carte, il n'est pas aisé de repérer la ville de Mir, commune de la province de Grodno, située dans le raïon de Karelitchi, en Biélorussie. Bien que s'y trouve le château le plus ancien de Biélorussie, site qui attire de nombreux touristes, sa renommée mondiale lui vient d'une toute autre bâtisse. C'est là que la plus célèbre et la plus réputée des yeshivas a été fondée, il y a près de 2 siècles. Yeshiva destinée à passer par maintes épreuves et miracles, afin de devenir non seulement un centre d'études pour rabbins et sages des 2 derniers siècles, mais aussi une source de lumière éclairant le monde entier. Le XXe siècle sera assurément inscrit dans l'histoire comme ayant été une ère destructive. Ce siècle est celui de 2 atroces guerres ayant coûté la vie à des millions d'êtres. Le siècle de la bombe atomique et des dictatures. Cependant, dans l'histoire des Juifs, ce siècle est également celui de la destruction de la ville juive, de la vie traditionnelle et surtout du lien entre des millions de Juifs et la Torah. Il semblerait évident qu'au début de cette période difficile, le rôle de la yeshiva au sein de la vie juive s'intensifie. La yeshiva cesse d'être une institution rabbinique pour devenir un moyen de sauvetage de la Torah. Avant le début de la Seconde Guerre mondiale, la yeshiva de Mir, comme beaucoup d'autres yeshivot réputés, arrive à se soustraire au vent de la révolte barbare de la petite ville polonaise. Déjà, l'effectif des étudiants de la yeshiva dépassait les 400. Les meilleurs cerveaux de cette ère avaient choisi intentionnellement la voie de l'étude, le domaine le moins populaire alors. Les étudiants de la yeshiva avaient toujours été de grands érudits. À la suite du partage de la Pologne, la situation de l'Europe de l'Est n'est plus très stable. D'après le pacte germano-soviétique, les territoires où était située la commune de Mir tombent aux mains des soviétiques. Tout le monde connaît déjà le sort réservé à la yeshiva et aux juifs religieux en général sous le régime bolchevique. L'approche de la Shoah se fait déjà sentir. Et puis soudain, le ciel envoie à la yeshiva de Mir un juste parmi les nations. Un employé du consulat du Japon nommé Shiun Sugihara, surnommé plus tard le Schindler japonais. Contrairement à ses supérieurs, Shiun Sugihara commence à émettre des laissez-passer pour les juifs de Lituanie, ce qui leur permettra de quitter les territoires soviétiques peu après le début de l'invasion allemande. Il a ainsi sauvé la vie de plus de 2000 juifs. Parmi eux, plus de 300 étudiants et professeurs de la yeshiva de Mir. Sugihara avait coutume de dire « On peut passer outre les lois de son pays, mais certainement pas celles de Dieu ». Le chemin de cette arche de Noé passa par Moscou. Il est aujourd'hui extrêmement difficile d'imaginer de quelle manière une centaine de juifs religieux se promenèrent librement dans une Moscou tourmentée par les décrets de Staline de cette année 1940, décrets destinés à leur soutirer le plus d'argent possible. La société Intouriste les logea dans le prestigieux métropole où les étudiants de la yeshiva purent étudier sans interruption la Torah qui leur avait été interdite par les soviétiques, et tout ceci à 2 pas du Kremlin. Mais il est encore moins probable que cette arche de Noé passe par Moscou et aille jusqu'à Vladivostok, traversant le pays sur les rails du fameux transsibérien. À l'ouest, on a tendance à douter de l'efficacité économique de ce projet. Pourtant, le sauvetage exceptionnel des étudiants de la yeshiva de Mir procure à ce projet un souffle nouveau. Le directeur de la yeshiva, Rav Chaim Shmulevitz, mit en garde les étudiants contre le danger de quitter les limites de l'arche, ne serait-ce que pour un court laps de temps. Il les prévint que le sauvetage dépendait d'une étude constante de la Torah entre les murs de l'arche. La mise en garde du rabbin ne fut pas vaine, car tous ceux qui s'attardèrent et qui, pour une raison ou une autre, ne rejoignirent pas le train, furent envoyés dans les camps de travail de Staline ou assassinés par les nazis.
Mon beau-père, le Rav Chaim Shmulevitz, disait que le miracle du sauvetage de la Yeshiva de Mir était aussi important que celui de la sortie d'Égypte. Il savait de quoi elle parlait. Après avoir quitté l'URSS, la Yeshiva de Mir est arrivée au Japon, puis à Shanghai, conquise par l'armée japonaise. Sur place, malgré les conditions difficiles du ghetto organisé sous la pression allemande, les étudiants de la Yeshiva se mirent à étudier la Torah avec une force nouvelle. Selon les instructions spéciales du Rav Shmulevitz, les étudiants se divisent en groupes et étudient 24 heures sur 24 afin que l'étude de la Torah se fasse de manière continue et sans la moindre interruption. Le Rav avait l'habitude de dire que pendant que la guerre sévissait, dans un monde où l'obscurité était grande, la flamme de la Torah se devait de brûler constamment. Après la défaite des nazis et la capitulation du Japon, la Yeshiva peut enfin sortir vers un monde libre. Les dirigeants de la Yeshiva décident de s'envoler principalement vers Israël et de s'installer à Jérusalem. Il est évident que la Torah qui existe aujourd'hui existe en grande partie grâce aux étudiants de la Yeshiva de Mir de cette époque. En situation d'urgence, alors que le danger d'extinction plane sur le peuple juif, Dieu sauve son peuple et sauve la Torah. La bénédiction exceptionnelle dont bénéficiait la Yeshiva de Mir ne s'est pas arrêtée là. Et durant des dizaines d'années, non seulement la Yeshiva renaît, mais elle devient la plus grande institution d'enseignement religieux d'Israël. Elle compte aujourd'hui près de 7000 étudiants, dont plus de la moitié sont des Avrechim, c'est-à-dire des étudiants mariés à plein temps, se consacrant en profondeur à l'étude du Talmud, des lois religieuses et dont la Torah est leur profession. De l'humble maison en Biélorussie d'avant-guerre, la Yeshiva est devenue un site impressionnant, composé de plusieurs immeubles, s'étalant sur tout un quartier de Jérusalem et à l'extérieur de la ville. On y accueille des étudiants venus du monde entier et les cours sont donnés en 5 langues. Chaque jour, des centaines de milliers de pensées du domaine de la Torah naissent entre ces murs. Ceci est un empire de la Torah dont seule l'ambiance vous capture. Toute personne qui entre dans cette yeshiva, ne serait-ce que pour jeter un coup d'œil, en sort un autre homme. Lorsque des milliers d'hommes et de jeunes se consacrent à l'étude de la Torah, on ressent vraiment qu'ils la vivent. Il y a de tout ici, des Américains, des Chassidim, des Séfarades. Tout le peuple juif est présent, uni pour la Torah. Ici, on sent que l'on fait partie de quelque chose de grand. Ce qui se passe ici n'est pas arrivé depuis près de 1500 ans. Depuis Soura et Pumbedita, on n'avait jamais vu autant de personnes étudier ensemble la Torah. On pourrait croire que l'histoire du sauvetage de la Torah se termine là. Pourtant, la prospérité exceptionnelle de l'étude de la Torah que l'on observe ici coûte très cher. 4000 Avrechim ayant chacun une famille, des logements pour 3000 étudiants et plus d'une centaine d'enseignants. Ce miracle du sauvetage de la Torah continue, de mois en mois et de jour en jour. Nous ne savons pas toujours ce que le lendemain réserve à la yeshiva, mais nous assistons à des miracles explicites. Dieu s'inquiète de la Torah, il est évident que la yeshiva de Mir continuera à exister. Et j'envie les personnes qui rendent tout cela possible. Les historiens ne se sont toujours pas mis d'accord concernant l'origine du nom de la commune de Mir. Cependant, pour la conscience juive, il n'existe pas de nom plus approprié. Sur un fond de guerre mondiale et de révolte, de montée au pouvoir et de chute des dictatures, de super-États et d'idéologie,
la vocation de la yeshiva continue à subsister. L'étude de la Torah sur laquelle tient le monde, Mir, en langue russe.